Je vous remercie tous et toutes de la participation et de votre présence au webinaire qu'on vous propose ce soir. La volonté du SNIA était de faire un point d'étape, un point de situation avant l'été. J'avais eu l'occasion de présenter un PowerPoint très inspiré de celui que je vais vous proposer ce soir à Brest il y a quelques semaines. Avec le but de partager au plus grand nombre la situation actuelle, l'analyse un petit peu de cette situation et aussi des débuts d'éléments et de perspectives dans un contexte assez complexe. Donc, on a souhaité vous proposer ce webinaire pour vous apporter un certain nombre de données. On n'a pas toutes les réponses. Ça, on peut vous le dire dès à présent, mais il nous paraissait important quand même de replacer un petit peu la séquence qu'on vit depuis plusieurs années maintenant, dans un contexte plus large qui est l'évolution de la profession infirmière dans son ensemble. Donc voilà, je vais vous projeter donc un PowerPoint que je vais vous commenter. Par la suite, on avait demandé aux adhérents du SNIA de proposer des questions et on va essayer de répondre à ces questions qu'on a compilées. Et puis ensuite, on aura la possibilité avec le chat de rajouter quelques précisions. L'objectif est clairement de ne pas passer toute la soirée à débattre de choses qui ne seraient pas abouties ou pour lesquels on n'aurait pas de réponse, mais simplement de vous donner des éléments de réflexion et des éléments qui nous font nous réfléchir et nous obligent à nous projeter dans une réflexion plus globale dans les mois qui viennent. Donc voilà un petit peu l'idée de ce webinaire. Donc je vous partage le PowerPoint. Je vais voir comment on fait. Donc voilà, la première chose, c'est clairement une réflexion de fond sur la durée de la séquence. Vous avez présenté il y a déjà quelques mois, plusieurs mois, cette frise chronologique avec la réflexion de départ qui partait du début janvier 2020 avec finalement la création des IPA médecine d'urgence qui nous avait obligés à commencer à travailler réellement le sujet de la pratique avancée, sachant que la pratique avancée est un dossier qui court depuis plusieurs dizaines d'années. En tout cas, au niveau du SNIA, il y a des réflexions dans nos archives qui datent de bien plus longtemps que janvier 2020. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a eu beaucoup de choses. Point d'étape en cette fin de juin 2023, donc on a eu plusieurs mobilisations et d'actions. Des échanges ministériels plus ou moins constants, des productions de la part du SNIA, du CEIA, de documents qui étaient relativement bien argumentés, hein, un soutien d'instances internationales, des premiers engagements précis à l'époque du ministre Véran, des occasions législatives qui ont été manquées pour pouvoir obtenir un statut adapté et réclamé par la profession, et aussi deux rapports EGAS avec des orientations quand même assez claires et où la représentation de la profession avait pu quand même placer un certain nombre d'argumentaires qui ont été repris par les inspecteurs, notamment d'IGAS. Donc, il y a quand même eu 3 rapports au final, même si le troisième rapport est un peu plus large, mais il faudra bien l'identifier parce qu'il fait partie aussi de la réflexion plus globale des choses. Le rapport EGAS, déjà trajectoire, nouveau partage de compétences, je ne reviens pas dessus. On avait quand même beaucoup de choses dedans, avec une réflexion autour de la création d'un parallèle avec les IPA qui auraient été l'infirmier clinicien spécialisé pour les IAD en tout cas. Le rapport IGAS-IGESR sur la pratique avancée de Jean de Beaupuy et Patrice Blémont. Pareil, un rapport qui a quand même fait avancer un certain nombre de choses et qui sera certainement la base de la suite des travaux à venir. Et un rapport important aussi qui est le rapport IGAS-IGESR sur l'évolution du métier SOP, du métier infirmier. Ces 3 rapports apportent quand même un certain nombre
d'informations sur la suite des événements qui vont arriver dans les mois qui viennent. Une évolution de la posture ministérielle quand même, hein. On avait en tout début de la séquence en 2020, posture ministérielle de la part d'Olivier Véran qui avait clairement qualifié les IAD de simples techniciens qui ne pouvaient pas rentrer dans la pratique avancée. Le premier rapport EGAS a quand même démontré que ce n'était pas le cas et qu'il fallait quand même réfléchir à cette pratique autour de la pratique avancée de l'infirmier anesthésiste. Donc Olivier Véran se prononce ensuite en faveur de l'inscription des IAD dans l'exercice de la pratique avancée. Arrive ensuite François Braun, qui lui va donc modifier un petit peu les choses au regard du deuxième rapport de Patrice Blémont et de Jean de Beaupuy, et plutôt s'orienter vers quelque chose de plus globalisant, avec surtout la nécessité de refondre le métier socle, et dans le contexte de cette refonte du métier socle, une réflexion autour d'un nouveau terme qui serait les infirmières spécialisées en pratique avancée. Entre deux, important aussi à noter, l'arrivée et le vote de la loi RIST 2, qui aussi modifie aussi la vision globale de la mise en place de la pratique avancée en France. Viendra aussi également, ça a été annoncé récemment, la réingénierie également des cadres de santé. Ça fait beaucoup de travaux mis en place sur cette partie-là, avec un pilotage de la DGOS et de la DGSI. Donc, l'infirmier spécialisé en pratique avancée, alors pour nous, on prend ça comme une espèce de néologisme conceptuel qu'on n'avait pas encore, qu'on a découvert en même temps que l'a développé le ministre François Braun. Et c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu dans le rapport de Beaupuy-Blémont, qui insistait beaucoup sur l'idée que les professionnels qui avaient été auditionnés insistaient sur l'importance de garder cette notion d'infirmier spécialisé. Clairement, ce n'a pas été nécessairement quelque chose que nous, on avait soutenu, mais il semble que les autres professionnels, les autres infirmiers spécialisés aient souhaité garder cette dénomination spécifique, particulière dans le Code de santé publique, qui est l'infirmier spécialisé, et auquel le ministre propose de rajouter en pratique avancée. Donc, c'est une réflexion que lui, de base, développe donc de façon globale, et donc avec une volonté de faire évoluer les 3 spécialités infirmières actuelles vers une pratique avancée propre. La réflexion est ainsi. Les IBOD, on se pose quand même la question parce que la maquette de formation vient d'être totalement remise à plat, remise en place. Il y a un raisonnement en tout cas chez la représentation des infirmiers de bloc opératoire autour des actes exclusifs. C'est quelque chose pour lesquels ils sont totalement focalisés. Et donc, on se pose aussi la réflexion, on sera ensuite de se poser la question de cette action autour de la pratique avancée, donc en autonomie sur le parcours de soins pour les IBOD. C'est des questions qu'on peut se poser, en tout cas pour les IBOD. Pour les infirmières puériculteurs et puéricultrices, pour les infirmiers puériculteurs et les infirmières puéricultrices, c'est différent. On a eu très récemment, il y a quelques semaines, une annonce de travaux et d'engagement ministériel très précis, avec même une annonce du ministre de la Santé expliquant que les infirmières puéricultrices seraient certainement les premières infirmières spécialisées en pratique avancée, finalement certainement avant les IAD, puisque chez nous, l'absence de stabilisation du champ d'exercice, hein, on l'a bien vu dans le cadre des échanges durant les groupes de travail avec Jean de Beaupuy et Patrick Blémont, il y avait quand même des soucis à définir un champ d'exercice spécifique et élargi pour la pratique avancée, qui permettrait derrière de développer ce nouveau champ de la pratique avancée. Ce qu'il faut bien comprendre, donc, je plaçais juste ça, l'article dans SPI Média, où on voit bien que c'est bien marqué que le métier de puériculteur est aussi spécifique que celui d'infirmier de pratique avancée. On retrouve les mêmes arguments que ceux qui ont été développés par le ministre pour les IAD. Une définition propre dans un cadre d'exercice en pratique avancée.
Alors, le concept international est relativement bien stabilisé. Je ne reviens pas sur ces grands principes, juste insister sur quand même que ça s'inscrit dans un processus d'exercice clinique de haut niveau et que surtout ça se situe dans une complémentarité avec les activités des autres professionnels, notamment médicaux. L'idée n'est évidemment pas de rentrer en concurrence, mais de créer des synergies et d'améliorer encore le parcours patient. C'est vraiment le principe de la pratique avancée. Donc, c'est important à revenir. Et puis, on a chez nous, en France, une réflexion du ministère de la Santé avec une définition quand même assez particulière pour la France. Pour comprendre pourquoi on a des difficultés à faire reconnaître l'exercice actuel et simplement l'exercice actuel en pratique avancée, il faut bien comprendre que pour le ministère et pour la France en tout cas, la pratique avancée pourrait se développer autour de 4 grands champs, qui est le suivi de patients en consultation, de la prescription, des compétences élargies et une mission d'autonomie. Alors, quid de l'IAD dans tous ces champs-là? On a retrouvé cette réflexion-là dans le rapport IGAS et GESR, donc de Jean de Beaupuy et Patrice Blémont. Donc, on pourrait imaginer un petit peu en une phrase que la pratique avancée à la française, elle doit comporter des collaborations dans le parcours patient sans supervision directe. Et c'est ce qui pose des difficultés dans nos échanges avec le ministère, c'est que pour eux, malgré des missions en autonomie vraiment bien définies, notamment en paire opératoire, et aussi on pourrait le développer aussi dans le cadre des transports interhospitaliers infirmiers, il est difficile de bien caler la pratique actuelle des infirmiers anesthésistes dans la pratique avancée telle qu'elle a été définie en France. Je ne reviens pas sur ce que j'ai développé tout à l'heure. La définition internationale suffirait à elle-même pour nous reconnaître, mais on sent bien qu'en France, la difficulté, elle est un peu plus élargie sur ce niveau-là. Ce qui engendre ensuite à une autre question qui est en rapport avec le troisième rapport dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est la refonte du métier socle infirmier. Il faut bien comprendre que le ministre a été très précis sur l'espèce de calendrier qu'il a développé. Il y a la nécessité de refondre le métier socle infirmier, et ça a été annoncé très récemment, et de revoir sur le plan législatif la définition de la profession infirmière et en la restructurant dans le cadre de grandes missions et d'éloigner finalement le décret de compétence actuel qui était un décret d'acte et de complètement le faire transférer vers un décret mission. Donc avec des élargissements de l'autonomie et des compétences des infirmiers et des infirmières métier socle dans le cadre de la prévention, l'éducation thérapeutique, des coordinations de parcours de soins, des soins de proximité, avec la notion de prescription et de consultation en autonomie. Et donc, obligatoirement, c'est le petit schéma que je vous ai mis à côté, si les curseurs évoluent vers, en tout cas pour le métier socle, nécessairement, il faut que les curseurs évoluent aussi pour les IAD. Donc, le métier socle doit se transformer et il faut que ça avance aussi pour les IAD. La réflexion étant de se dire, est-ce que si le métier socle avance, on ne peut pas faire évoluer la profession, notamment IAD et les infirmiers spécialisés en pratique avancée, avant d'avoir défini les curseurs au niveau du métier. Évidemment, pour nous, il est extrêmement important, quelle que soit l'évolution de la profession IAD, de repréciser l'exclusivité d'exercice et de compétences des IAD dans cette nouvelle mouture de la profession, et donc de réaffirmer et de conforter cette notion-là. Mais c'est très important de bien comprendre la logique actuelle, en tout cas celle qui nous est présentée par le ministère, qui est de faire évoluer les professions en parallèle et pour ne pas que les activités se chevauchent. Donc, on avait, après le rapport de Beaupuy, eu quand même des consignes assez précises de la part du ministère qui étaient de réfléchir sur une évolution de la profession infirmière vers de nouvelles missions. Ça rappelle le travail qui a été fait par le CEIAD
je vous renvoie à leurs documents qui posaient bien des propositions autour de plusieurs axes qui sont actuellement pas totalement bien définis dans le schéma actuel de la pratique des IAD et qui auraient permis, au regard de ces réflexions, de faire avancer la réflexion sur la pratique avancée des IAD. Je vous ai mis un petit peu en bas, on vous a mis un petit peu dans le coin une précision qui est dans le rapport de Beaupuy-Blémont, qui précisait bien que les soins d'activités périopératoires, notamment, devaient exclure les activités relevant des conditions techniques de fonctionnement de l'activité de soins en anesthésie, le fameux décret sur la sécurité en anesthésie qui est rentré dans le Code de santé publique depuis des années. Évidemment, l'idée était de ne pas chevaucher cette partie de décret. En tout cas, c'était la recommandation du rapport du Beaupuy-Blémont. Mais il y avait certainement encore des axes à travailler sur les différents sur les différents champs pour pouvoir faire évoluer. Cependant, depuis, il y a eu la loi Arist 2. Jusqu'ici, il y avait 2 modèles d'infirmières en pratique avancée en France, un centré sur la pathologie chronique et l'autre centré sur les motifs de recours pour les IPA médecine d'urgence. La question quand même, dans le cadre de ce vote de la loi Arist, qui modifie quand même beaucoup l'activité, notamment des IPA, est-ce qu'il y aura un 3e modèle issu de ces nouvelles conditions qu'autorise la loi Arist? Et surtout, quelle place pertinente et valorisante pour les IAD on trouve au milieu de ces différents modèles qui sont finalement en évolution eux aussi? Il faut aussi prendre en compte des travaux qui sont en cours. Actuellement, Christine Amirati travaille sur l'évolution et sur le parcours universitaire et l'universitarisation des professions de santé. Et elle a fait très récemment, elle a levé un petit peu le voile sur sa mission. Hein. Finalement, elle a déjà un petit peu défloré son travail lors des 78e journées nationales d'études du CEFIEC. Il y a quand même des choses assez intéressantes à prendre en compte, hein, parce que s'opposer, c'est bien, mais il faut surtout prendre en compte les choses pour pouvoir négocier et faire avancer les choses de façon adaptée à notre vision. Il y a la formation par bloc de compétences. Actuellement, c'est vraiment une réflexion de fond, cette formation autour de blocs de compétences. Et puis, elle a aussi parler d'évolution dans la responsabilité de la diplomation. Ce sont des choses qui ont déjà été évoquées lors du 2e rapport IGAS et IGESR avec Jean de Beaupuy et Patrice Blémont. Et par contre, de maintenir l'activité en fait compte des instituts de formation et de ne pas s'éloigner de cette formation actuelle professionnalisante, mais en même temps de la rapprocher encore et toujours plus de l'université. C'est les premières recommandations de Christine Amirati. Ces recommandations sont neurologiquement, sa mission devrait déjà apporter beaucoup d'informations vers la fin juillet. On devrait avoir vraiment des recommandations globales. Une deuxième diapo qu'on vous a fait, qu'on vous a mise, qui est lors du même congrès, cette notion d'intégration pédagogique dans les instituts de proximité, donc intégration universitaire dans un cadre pédagogique. Alors, ça pose encore question de savoir exactement quelle définition ils mettent derrière cette intégration pédagogique, mais elle s'éloigne d'une autre notion qui serait l'intégration organique et qui serait l'intégration pure et totalement dissoute de l'activité, de l'enseignement notamment des soins en soins infirmiers dans l'université. Ce n'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent garder une intégration donc pédagogique. Donc, en gros, renforcer le caractère académique des enseignements, que la diplomation soit faite par la faculté, tout en maintenant, évidemment, le caractère des pratiques professionnalisantes, en les maintenant dans la formation dans le cadre de l'IFSI. Donc, pas de déplacement de toute la population des étudiants infirmiers sur les bancs de la fac. Non, on maintiendrait l'activité dans les IFSI, mais avec un renforcement assez massif des échanges entre l'université et les IFSI.
Dans ce cadre-là et au regard des différentes euh, informations qui viennent vers nous, il est très important de prendre en compte ces choses et de réfléchir. Et c'est ce que nous faisons actuellement, parce que c'est ce qu'on va certainement nous demander très rapidement, sur le niveau de qualification et la décomposition par bloc de compétences de l'activité actuelle et, je dirais, des compétences actuelles des IAD en les modelant dans la notion de bloc de compétences pour pouvoir ensuite développer les fameuses nomenclatures au niveau des fiches de répertoire national de certification professionnelle. Et aussi, évidemment, parce que ça va avec la notion de transversalité et de formation et de passerelle. Tout ça, ce n'est plus de la fiction, c'est des choses qui vont arriver et il est absolument nécessaire pour la profession qu'il y ait des gens qui travaillent sur le sujet pour ne pas se retrouver face à des décisions qui n'auraient pas été gérées en amont par la profession elle-même. Je vous renvoie là-dessus vers France Compétences, qui développe très bien les choses et qui explique bien la notion de bloc de compétences et de répertoire national de certification professionnelle. Autre élément qui nous a été amené lors du séminaire pour le lancement des travaux de la refondation du métier infirmier, donc le 26 mai dernier. Il y avait donc ce séminaire qui était dans l'ensemble pas très intéressant, sauf sur la fin où au final on a quand même eu un début de précision de comment le ministère a envisagé les choses. Donc une refonte du métier socle, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est essentielle, qui va prendre du temps parce que c'est quelque chose qui date et qui aurait dû peut-être être fait depuis longtemps, mais maintenant ici attelle. Et une réflexion autour de nouveaux champs couverts par la pratique avancée. Donc là, on est plutôt dans cette notion de PPL RIST 2, du moins de loi RIST 2, et cette notion, enfin, d'ajuster les autres spécialités infirmières. Alors, on a souligné le cas échéant, hein, parce que on peut l'interpréter de différentes manières. Alors, si on est optimiste, on se dit, bon, bah oui, les trois spécialités infirmières actuelles ne sont pas au même niveau et n'ont pas atteint les mêmes niveaux d'exigence de ce qu'on pourrait appeler la pratique avancée en général. Et puis, on pourrait aussi se dire, ah ben, si ça se trouve, si on n'arrive pas à trouver de solution, notamment avec les médecins anesthésistes, pour définir un cadre bien stabilisé de pratique avancée pour les IAD, eh ben, peut-être qu'au final, le ministère regardera ailleurs. Donc, c'est des réflexions qu'on n'a pas encore totalement abouties de ce côté-là, parce qu'on n'a pas les réponses franches. Autre chose, un calendrier, bon, précis si on le veut, mais qui se déroule sur 2023-2024 avec ce qui nous intéresse, nous, je dirais, on aurait tendance à se focaliser plus précisément sur le lancement des travaux, sur les spécialités. Alors, ils ont maintenu hein, ce nom de spécialité infirmière, donc aux alentours de la fin du deuxième semestre 2023, sachant qu'il y aura aussi des travaux autour de la pratique avancée actuelle définie par la loi, mais ils vont quand même retravailler le sujet, comme je le disais tout à l'heure, parce que les curseurs vont certainement bouger pour le métier socle, avec aussi pour nous, en tant que représentants de la profession, la nécessité de rester très vigilants sur l'évolution du métier socle. Nous faisons partie, nous sommes issus de ce métier socle. Il reste important pour la représentation des infirmiers anesthésistes d'essayer de suivre au maximum comment avancent les travaux sur le métier socle pour enfin avoir des curseurs précis sur nous, comment on fait évoluer notre profession de ce côté-là. Donc, lancement des travaux des spécialités vers fin 2023. Je dirais au mieux, hein, on est toujours dans ces notions un petit peu globales, donc on n'est pas à l'abri d'avoir des mois de décalage. C'est en fonction aussi de comment évolue et comment avancent les groupes techniques sur le métier socle. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, une réingénierie de la formation des cadres de santé. Donc ça fait beaucoup de travail pour la DGOS et donc nécessairement une préoccupation pour nous de ne pas passer à la trappe ou de ne pas en voir encore le temps se rallonger pour le travail actuel. Sachant qu'on voit
aussi, on l'a entouré. Milieu du premier semestre 2024, la rédaction des fameux textes d'application, donc le passage à la rédaction de textes législatifs et réglementaires, on espère, pour le métier socle et aussi pour les IAD. Donc, l'avenir de la profession IAD au regard du contexte actuel, clairement, la DGOS, elle est totalement focus sur la refonte du métier socle. Il travaille essentiellement là-dessus. Donc, la reprise des travaux, donc, on a dit dernier semestre, dans le meilleur des cas. Il faudra nécessairement prendre en compte, donc, dans nos travaux sur la pratique avancée des IA, l'évolution du métier socle. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, le métier socle va vers de la consultation et de la prescription autonome. Il n'est plus question de se prendre des retours de bâton, notamment médicaux, en nous disant, bah non, la consultation, la prescription, c'est médical. Non, ça sera même infirmier métier socle. Et aussi, regardez ce qui se passe chez notamment les infirmières puériculteurs et puéricultrices, parce que c'est extrêmement important de voir comment ils vont se positionner. Les premiers positionnements, notamment de nos collègues de la NPDE, étaient sur un petit peu d'ailleurs sur la même position que les IAD sur cette notion de ne pas être fondu et couler dans le même moule que les IPA, mais bien d'avoir quelque chose de spécifique et de pratique avancée spécifique pour les puériculteurs et puéricultrices. Donc, on se rapproche de ce côté-là, en tout cas, des mêmes revendications. La réflexion sur la pratique avancée des IAD doit être construite, réfléchie. Il faut qu'on arrive à coller à la définition de la pratique avancée infirmière en France. On n'a pas le choix. On peut refaire le match X fois, mais actuellement, la difficulté, elle est là, c'est qu'il faut qu'on arrive à se sortir de cette impasse en travaillant et en s'attachant à reconnaître bien l'expertise actuelle et à essayer de définir des nouveaux champs d'activité qui permettent de bien développer les choses. Ce qui est important aussi, et ce qui a été répété plusieurs fois par le ministre, c'est qu'on repartirait des conclusions du rapport de Beaupuy-Blémont. Donc, ce rapport est quand même très important parce qu'il doit vraiment, on doit s'appuyer sur ces bases de recommandations pour évoluer. Donc, il n'est pas question de refaire le match sur le contenu de ce rapport, mais bien de partir de ce qui avait été proposé et de voir comment on peut faire évoluer les choses. Et donc, évidemment, autre chose aussi, la poursuite de l'intégration universitaire, elle va se faire, quoi qu'il arrive. Alors, de type pédagogique et non organique. Donc voilà, c'est ce qui est dit, en tout cas, par le ministre et par Christine Amirati. Les définitions en propre de chaque, en tout cas de cette notion d'intégration pédagogique, restent encore à préciser. On voulait vous préciser aussi 2 ou 3 petits éléments qui sont présents dans le rapport de Beaupuy qui permettent un petit peu de faire une assise sur le début des travaux qui pourraient être mis en place et qu'on espère pouvoir mettre en place, être invité rapidement d'ici la rentrée un petit peu plus loin vers l'automne. C'est bien précisé que il y a cette notion de formation complémentaire. On va revenir sur cette notion peut-être de stock, comme c'est un mauvais mot, mais c'est un mot qui revient très souvent. Le rapport de Beaupuy n'a pas tranché sur cette partie-là. Il a laissé encore de l'incertitude sur le fait que si la profession IAD évolue sur un certain nombre de nouvelles missions, y aurait-il une dérogation légale, ce qui s'est déjà fait dans certaines professions? Est-ce qu'il faudrait rajouter une formation complémentaire dans le cadre du DPC ou etc. Ça n'a pas été décidé dans le cadre du rapport de Beaupuy. Il laissait la porte ouverte à différentes possibilités. Donc, il faudra de toute façon repréciser les choses en temps et en heure et en fonction aussi des choses qui auront été définies sur les nouvelles missions de la profession. Autre chose, et là, il faudra qu'on soit aussi assez précis, le rapport de Beaupuy-Blémont modifiait quand même sur le plan réglementaire la place des IAD dans le Code de santé publique, en remontant quand même, notamment, il proposait tout simplement d'extraire le décret de compétences actuel des IAD et de le remonter quand même pratiquement à la racine du R43
en créant un 4302-2, ce qui était quand même assez intéressant puisqu'on était un petit peu en parallèle et on était un petit peu sorti de l'endroit où on est actuellement dans les spécialités infirmières, qui est finalement une sous-branche du métier socle. Et donc, c'est important de garder cette notion-là parce que c'était une proposition qui était pertinente. Le changement à opérer, donc, le rapport de Beaupuy a précisé que ce ne serait pas une réingénierie complète, que contrairement notamment aux puériculteurs et puéricultrices, eux, ils repartent de zéro, donc ils ont toute la réingénierie à travailler. Là, il y avait quand même une précision, qu'il y avait quand même une universitarisation et un grade master qui était déjà délivré, donc il y avait quand même une grosse partie du travail qui avait été fait. Donc, ils qualifiaient un petit peu les choses de touche. Et de toilettage, comme le disait souvent Jean de Beaupuy. Contrairement aux craintes exprimées par les médecins anesthésistes, il n'a jamais été question de substituer aux médecins anesthésistes. Pour rappel, c'est bien marqué dans la définition de la pratique avancée, la pratique avancée, elle n'est pas là pour créer des substitutions, mais pour créer des complémentarités et des synergies. Donc, il n'était pas question de réaliser les consultations d'anesthésie et les visites pré-anesthésiques. Alors, c'est vrai que, il faut le dire, hein, les représentants, notamment de SNIA, avaient proposé clairement cette notion de visite de VPA par les IAD parce que certains établissements, elle n'est simplement pas faite. Donc ça, c'est vraiment dans cette notion de synergie, autant que les choses soient faites plutôt que pas faites. En revanche, la précision qui avait été faite par le rapport de Beaupuy-Blémont était assez intéressante puisqu'il définissait un petit peu les axes de réflexion. On était sur des contributions à la prise en charge de patients, en réalisant notamment des entretiens, en faisant des évaluations cliniques, en prescrivant des actes et des produits de santé conformes aux compétences des IAD et à leur mission. Donc, il y a quand même des choses qui étaient bien marquées dans le rapport qu'il faudra reprendre depuis le départ. Donc, pour conclure, la formalisation et le développement de la pratique avancée, c'est encore en évolution chez nous, alors que, je dirais sur le plan international, on est quand même sur des processus et des consensus qui sont à peu près stabilisés. C'est pas totalement le cas en France, il y a encore du travail. La deuxième chose, et c'est important, et je le répète, la pratique avancée ne fonctionne que si elle améliore le parcours du patient. Donc, il n'est pas question de se substituer à qui que ce soit à partir du moment où le travail est bien fait actuellement. L'évolution des IAD est additionnelle aux progressions des autres composantes du métier infirmier. C'est extrêmement important de le comprendre. C'est pour ça qu'on a du mal à avoir une vision précise de vers quoi on va. C'est qu'actuellement, le ministère et les OS sont complètement focalisés vers le métier socle et ils définissent les choses ainsi. On travaille sur le métier socle, on définit des limites à chaque compétence et ensuite, derrière, on travaille sur les spécialités infirmières. Donc, clairement, le marathon n'est pas fini. J'avais mis un petit bonhomme qui faisait un marathon sur la diapo avec la timeline, mais c'est vrai que là, on est encore sur un temps long. Et donc, c'était important aussi pour nous de vous le transmettre. On est sur un temps encore assez long, sur une temporalité qui est spécifique aux gouvernances. Finalement, nous, on est dans notre temporalité à nous. On voudrait que ça avance vite et ça fait des années que ça dure maintenant. Mais sur le plan, je dirais, décisionnel et gouvernemental, clairement, ils sont sur un temps qui leur est propre. Donc, il faut de toute façon continuer à travailler et projeter notre profession dans une nouvelle modernité. Restent les questions importantes. Le calendrier est-il satisfaisant? Certainement pas. Il aurait certainement fallu que ça avance plus vite, mais je vous dis, on a des contraintes et on nous oppose des contraintes qui sont quand même très spécifiques. L'approche par spécialité, clairement, nous, au niveau du SNIA et même au niveau du CNP, on s'est déjà positionné là-dessus, considérant qu'elle n'était pas pertinente parce qu'elle est freinante.
L'infirmier spécialisé en pratique avancée sera-t-il un statut équivalent au IPA dans la santé publique? Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a des recommandations qui ont été placées un petit peu dans le rapport de Beaupuy-Blémont, mais ce sera important aussi de trouver un petit peu une place quand même pour ce fameux infirmier spécialisé en pratique avancée, qui ne se retrouve pas comme nous sommes actuellement sur une sous-classe finalement dans le Code de santé publique concernant les infirmiers et pas au niveau du chapeau du R43. Le nouveau travail aboutira-t-il? Eh ben, contrairement aux autres, on espère. Voilà, c'est les questions extrêmement importantes qu'on se pose tous les jours quand on travaille sur le sujet. Par contre, je vous ai laissé une citation de Winston Churchill. Il vaut mieux prendre le changement par la main avant qu'il nous prenne à la gorge. C'est clairement, en tout cas, la posture du SNIA et du CNPIA. S'il faut changer, changeons, mais changeons de façon à ce que ce soit nous qui ayons la main sur notre avenir. Donc voilà un petit peu la réflexion qu'on a sur les choses. Je voulais juste vous faire un petit rappel, je profite qu'il y ait du monde, que l'enquête QVT est toujours en cours et on vous invite vraiment à participer à cette enquête. La dernière enquête date de 2011. On est vraiment persuadé qu'il y a des choses à relever. On a fait en sorte qu'il y ait des similitudes entre l'enquête de 2011 et celle de 2023 pour pouvoir vraiment voir les évolutions sur la qualité de vie au travail. On ne doute pas qu'on aura des informations très intéressantes sur le sujet dans les mois et dans les années qui viennent en fonction de l'analyse. Donc voilà un petit peu au niveau des questions adhérentes. On avait reçu plusieurs questions là-dessus. On peut ouvrir un petit peu la réflexion avec le conseil. Je peux répondre à certaines questions, mais j'invite le conseil à prendre la parole s'ils veulent faire des précisions. On avait la première question qui était: quelles sont les relations avec les autres instances? Je pense à l'ONI, les IPA, etc. Nous, on va être clair, la volonté du SNIA, c'est de discuter avec tout le monde. On a des relations avec l'ordre infirmier, on a des relations avec les représentants des IPA, on fait en sorte de discuter. Il est toujours plus important de pouvoir confronter nos points de vue plutôt que de créer de la défiance. J'ai vu beaucoup de choses sur l'ONI. Clairement, certainement que l'ONI a eu des positions assez bien plus claires il y a bien des années sur la place des infirmiers anesthésistes et leur pratique avancée. Là, c'était un petit peu plus confus, et notamment parce que, clairement, hein, l'ONI était vraiment sur cette notion d'infirmier spécialisé. Donc voilà. Il y a d'autres instances qui sont actuellement en train de monter en puissance. Je pense notamment au CNP des infirmiers, qui devient pratiquement la chambre incontournable de relations entre la DGOS et les infirmiers, qui se veut incontournable et qui pose parfois des difficultés pour nous. Donc, le focus sur l'ONI reste un peu certainement excessif par moment. Évidemment, avec les médecins anesthésistes, le contact est un petit peu dissolu actuellement, mais on ne doute pas que quand les travaux vont se remettre en route, on espère que de leur côté, ils vont se mettre à travailler, parce que nous, on va travailler, ça c'est certain. Je ne sais pas si certains voulaient rajouter des précisions sur cette question. Donc, c'est tout. On en avait une autre. Dans le contexte d'élargissement de la compétence des futurs IAD, y a-t-il un risque de création d'un stock? Alors, comme je l'ai précisé dans le PPT, dans le PowerPoint, la création de stock, elle est possible, c'est ce qu'évoquait le rapport de Beaupuy-Blémont, notamment s'il y a de nouvelles compétences et de nouvelles missions qui sont confiées. Le tout est de savoir quel est le niveau exigé pour réaliser ces missions. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on repart du rapport de Beaupuy-Blémont qui s'est empressé de ne pas trancher la question. Donc le risque existe, mais pour le moment, il n'est pas tranché, et à nous aussi d'être vigilants et de voir un petit peu quelles sont les solutions. Il y a aussi cette notion de possibilité de développement professionnel continu pour ces nouvelles missions. Ça rejoint une autre question qui est un peu plus loin.
Si je ne veux pas plus de responsabilité, est-ce qu'on peut rester sur le statu quo ou demander autre chose que la pratique avancée? C'est quelque chose que certaines personnes nous font remonter. Euh, Évidemment, certaines personnes considèrent que leur activité actuelle leur suffit, notamment en paire opératoire, leur suffit, ou même en SAMU-SMUR, en SMUR. Euh, c'est une question à se poser, effectivement, mais de toute façon, il n'y aura pas, à partir du moment où il y a des nouvelles missions, il y aura des gens qui s'investiront et d'autres qui pourront rester sur le statu quo, certainement. Mais cette question, je la trouve très pertinente parce qu'elle montre bien que la notion de stock, elle est importante, mais il y a aussi des gens qui considèrent que ce qu'ils font actuellement leur suffit. Une autre question, je suis très inquiète pour l'avenir des IA au SMUR, et on fait tout pour nous exclure. Et quelle est notre place par rapport aux IPA médecine d'urgence? Alors, on fait le même constat. On fait le même constat qu'il y a une volonté assez évidente d'éloigner les IA des SMUR, d'éloigner la partie anesthésie de la partie urgence, hein, puisque médicalement, ce sont devenues deux entités très spécifiques, très différentes. Et on a toujours quand même des IA dans les SMUR. On a notamment actuellement, dans le cadre des développements des SMUR paramédicalisés, des EPMU, certains IAD qui sont même redescendus dans les SMUR pour pouvoir monter au plus vite des EPMU. Donc, il y a une situation presque inverse qui est en train de se faire actuellement avec parfois des IAD qui arrivent dans les SMUR. Et par contre, sur les IPA médecine d'urgence, alors on a vu nous passer un certain nombre de fiches de poste hein, sur les IPA médecine d'urgence. Ça reste quand même des postes qui sont peu nombreux. Les fiches de poste qui sont proposées n'évoquent pas de préhospitalier, mais plutôt une activité quand même très centrée sur les urgences, avec de la gestion de flux, hein, évidemment. Et donc, pour le moment, il n'y a pas vraiment euh, de différenciation ou de spécification des IPA médecine d'urgence, en tout cas sur le préhospitalier. La preuve de leur utilité n'est pas faite actuellement, on verra dans les années qui viennent. Et aussi, il faut bien prendre en compte que les infirmiers, métier socle, sont très focalisés aussi, eux, sur cette activité de préhospitalier, et donc ne lâcheront pas leur place non plus. Donc voilà sur cette partie SMUR, mais on est totalement d'accord avec cette idée qu'il faut défendre cette activité préhospitalière qui est au service du patient au final. Vous avez vu notre communiqué, il y a eu un communiqué récent sur des tentatives ou des réflexions autour des transferts interhospitaliers, notamment infirmiers interhospitaliers, notamment de patients intubés ventilés, où finalement on enlèverait cette notion d'infirmier anesthésiste, la nécessité de la présence d'un infirmier anesthésiste pour faire ces transports. Ça reste encore un projet, mais clairement, on va vers une diminution de la qualité et de la sécurité des soins si on va vers cette notion-là. Alors là, une autre question, pourquoi les MAR ne nous soutiennent pas? Alors, on n'est pas là pour faire le procès des médecins anesthésistes réanimateurs. On a des difficultés, qui sont évidentes. Contrairement aux puériculteurs et puéricultrices qui, eux, ont un soutien évident de la part des médecins avec lesquels ils travaillent. Nous, on a des médecins anesthésistes qui sont quand même très frileux par rapport à la pratique avancée. Ils sont très focalisés vers l'activité des CRNA et donc ils sont toujours très angoissés qu'on les remplace complètement. Il est certainement important de continuer à les rassurer et à ne pas attiser des angoisses. Et ça, c'est hyper important. Il y a parfois eu certainement des excès de ce côté-là avec des angoisses qui ont été attisées auprès des représentants médicaux. Et c'est pas nécessaire. Ils sont suffisamment angoissés sur l'évolution de leur profession. Si on regarde les choses de leur côté, ils ont perdu la médecine d'urgence, contrairement à ce que eux le disent. Clairement, c'est quand même une perte. Ils sont attaqués sur leur partie réanimation par les intensivistes. Les infirmiers anesthésistes commencent à revendiquer depuis des décennies une reconnaissance de
pratique avancée. Donc, ils sont quand même attaqués sur tous les fronts et la réaction est parfois excessive et épidermique. Il est certainement nécessaire de continuer à travailler. En tout cas, ce qui est, je pense, important qu'ils comprennent, c'est que il sera important que eux arrivent aussi avec un projet pour cette collaboration qu'ils souhaitent eux maintenir, parce qu'on ne pourra pas rester sur le statu quo, en tout cas de notre côté. Je ne comprends pas cette histoire d'universitarisation et des risques dont j'entends parler, notamment intégrative, organique. Alors, je ne reviendrai pas sur la notion d'organique, hein, je l'ai déjà dit, c'est un peu subtil. On n'a pas encore toutes les définitions sur la partie organique. Par contre, intégrative, les choses sont quand même assez précises, que ce soit de la part de Christine Ratti, de la part de François Braun, de la part des différents responsables des parties universités. On est vraiment parti sur cette notion de travail en collaboration avec les IFSI, des travaux pédagogiques autour de cette collaboration étroite et peut-être aussi une modification de diplomation, restitution des diplômes, mais pas d'intégration complète en tout cas du métier socle et certainement pas des spécialités infirmières. Le système marche très bien en IFSI, le système actuel fonctionne. Même les IPA font quand même l'analyse qu'il y a quand même des manquements liés au fait que l'université ne permet, il y ait une diversité dans les enseignements entre l'université et que ce soit au niveau des temps de formation et des contenus. Donc, je pense que les premiers, je dirais, retours d'expérience des IPA montrent que le bon système est quand même le système en IFSI, même si on peut certainement encore améliorer la pédagogie et la reconnaissance universitaire des professions paramédicales, professions de santé. Donc, pour finir, juste un petit rappel pour l'adhésion, c'est important. On est tous bénévoles au niveau du SNIA, nous sommes tous bénévoles au niveau du CNP. Je profite de ce moment pour remercier les adhérents et les adhérentes qui soutiennent l'activité et qui nous permettent de répondre le plus efficacement possible aux demandes parfois rapides et importantes des différentes organisations avec lesquelles on travaille. Donc merci encore aux gens qui soutiennent la cause des IAD grâce au soutien du syndicat professionnel. C'est une place importante. De toute façon, elle est primordiale. Je ne reviendrai pas sur le CNP infirmier, mais sur le CNP, les CNP sont clairement les voies d'accès et de relation avec le ministère maintenant et la DGOS. Et donc, il faut vraiment être satisfait que le CNP soit présent, parce que s'il n'avait pas été présent, je peux vous dire qu'il y aurait un autre CNP qui aurait très rapidement parlé à la place des IAD. Donc, ce CNP est important, le SNIA est important, et ce sont des structures qu'il faut soutenir. Donc voilà. Je crois que j'en ai fini. Est-ce que moi, j'ai levé le partage complet, donc il y avait des questions sur le chat. On va arrêter le partage. Plusieurs questions, plusieurs réponses apportées en direct, notamment sur une date de rendez-vous en juillet qui aurait été annoncée par Sandrine Huillaume à la délégation reçue au ministère, auquel nous ne pouvons répondre que par la négative, puisque nous n'avons eu aucune invitation. Non. Et on peut dire qu'on est assez surpris parce que clairement, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils sont vraiment sur le métier socle, ils sont vraiment en train de mettre en place, alors avec une relation directe avec le CNP des infirmiers, même pratiquement exclusive avec le CNP des infirmiers sur le développement, en tout cas sur le travail du métier socle, et les travaux montent en puissance. Voilà, c'est au regard du planning annoncé, du macro-planning, ça paraît presque prématuré par rapport à la volonté qui a été affichée. Après,
il y a un rendez-vous plus global avec une notion de travaux sur la pratique avancée aux alentours je crois du 4 juillet, mais c'est quelque chose de très globalisant qui n'a on a un ordre du jour qui est chez le CNP, hein, qui a été convoqué, le CNPIA, il y a un ordre du jour, mais qui est absolument pas défini et qui est pas précis du tout. Donc ça me paraît pas être en tout cas le bon format pour travailler sur la pratique avancée des IA de façon exclusive. Ouais. Une autre question, Simon? Il y avait quoi d'autre? La question sur la sélection, est-ce que le concours d'entrée va disparaître? Alors c'est voilà, la réponse est apportée par Nico de Coq, qui fait que justement ce thème n'a pas été abordé. Mais c'est vrai qu'en effet, on peut imaginer que le concours puisse être mis en question dans le cadre de formation universitaire. Quid de la sélection, tout ça. C'est pour ça qu'il faut déjà aller aux discussions pour voir vers quoi ils veulent nous amener avant de pousser des cris d'orfraie, puisqu'on ne sait pas du tout vers quoi ils veulent nous amener pour l'instant. Oui, on revient aussi à cette notion d'exercice avant de passer le concours, avant de pouvoir faire la formation IAD. Ce temps est souvent décrié notamment par les syndicats d'étudiants infirmiers, hein, parce qu'ils considèrent que ça ne permet pas de poursuivre leur cursus universitaire puisque leur licence maintenant est définie. Ce sont des choses qui doivent être défendues. On y tient parce que les années d'expérience professionnelle en tant qu'infirmier permettent aux professionnels IAD d'être aguerris. Et la même chose pour le concours. Alors, le concours, certains sont attachés au format actuel. Peut-être qu'il évoluera, mais après, c'est cette notion de sélection par quoi et comment on sélectionne les candidats et les futurs IAD. Mais pour le moment, on n'avait pas eu de modification. Il y a eu des modifications de concours liés notamment au Covid. Finalement, ça a fait des expérimentations avec l'impossibilité de convoquer des gens pour des concours et donc des évaluations sur dossier. Avoir après, avoir le retour d'expérience sur justement, est-ce que cette sélection a permis, est restée pertinente ou est-ce qu'elle a engendré plus d'abandon ou est-ce qu'elle a engendré plus de difficultés pour les professionnels, que ce soit en stage ou en formation théorique? C'est plein de questions qu'il faut se poser, hein, et il y a pas il y a pas de précision actuellement, en tout cas pour faire sauter le concours tel qu'il est, mais il faut de toute façon avoir des éléments pour pouvoir argumenter. Alors, je vois, nous sommes visiblement, c'est Lucie. Salut Lucie. Nous sommes visiblement dans une période d'attente. Que doivent faire les IAD de la base pour garder une pression, continuer à monter, à montrer qu'on est là. Alors, c'est un petit peu pour ça qu'on avait souhaité faire ce webinaire. Il nous paraissait important d'informer la profession de la séquence et de la façon dont le ministère s'organisait par rapport à cette séquence. Il semble quand même important de dire aux collègues, aux collègues IAD, quand même, il y a un temps, il y a un délai, il y a un timing particulier. Profitez-en pour souffler, profitez-en pour faire voilà pour vous ressourcer. Il va y avoir des temps là, mettre la pression. Alors foncièrement sur l'été, alors là clairement c'est extrêmement difficile et c'est certainement pas adapté. À l'automne, on verra comment ça va s'organiser. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le ministère considère qu'ils ont fait des engagements
et qu'ils ont des engagements qui sont précis, ils ont donné un calendrier et que maintenant, quoi qu'il arrive, ils vont garder leur calendrier. Ce qui serait intéressant, en tout cas, par contre, c'est d'avoir un retour, notamment des interlocuteurs qu'on a perdu un petit peu de vue, que sont les médecins, hein, qui au final vont aussi être un élément important dans les discussions à venir, puisque les discussions vont clairement se faire entre la représentation des IAD et la représentation médicale. Et ça, c'est extrêmement important de savoir un petit peu si eux, comment ils si est-ce qu'ils ont évolué sur leur considération et comment faire évoluer les choses. Le ministère, eux, pour eux, on peut leur mettre la pression, mais ils considèrent que leur calendrier, il est annoncé et que maintenant, il n'y a plus qu'à travailler dans les délais annoncés. Donc, voilà un petit peu comment on peut considérer les choses. Donc, Donc nous, en tout cas de notre côté, par contre, on va continuer à être très vigilants et à travailler et à essayer de définir un certain nombre de points précis de qu'est-ce que l'autonomie des IAD et comment on peut la justifier et la démontrer, parce que ça, c'est extrêmement important. Et puis aussi, peut-être aussi réfléchir, et ça, c'est du travaux un petit peu de plus long terme, sur quelque chose qui est un petit peu caché, hein, ou beaucoup caché, qui est le dépassement de tâches, hein, des IAD dans les blocs opératoires au quotidien et qu'on avait un petit peu levé et que les collègues des collectifs avaient fait relever un petit peu parfois sur certaines, notamment lors du premier rapport IGAS, hein, qui avait eu quand même des choses précises qui avaient été démontrées, mais c'est extrêmement important par contre d'avoir des arguments précis sur l'activité et le rôle qu'assume un IAD au quotidien dans son activité professionnelle et en autonomie. Moi, je rajouterais que s'il y a un message que les IAD doivent retenir, c'est que le statu quo, c'est bien beau, mais c'est une impasse. C'est que c'est en train de bouger de partout. Ça bouge en dessous de nous avec la refonte du métier socle infirmier, nouvelle prérogative. Ça bouge au-dessus de nous, puisque les IPA, au final, dans leurs prérogatives, sont en train de nous dépasser en termes de responsabilité, etc. Donc, si on reste là, on va se faire rattraper par le métier socle, et ce sera encore plus difficile ensuite de sortir du métier socle infirmier pour avoir notre profession réellement reconnue, notamment au sein du Code de la santé publique. Tout ne se fait pas, évidemment, comme on aurait voulu. Hein. Nous, on a toujours dénoncé ce traitement globalisant des infirmiers spécialisés par rapport aux différences de niveau académique, différences de mission, différences de prérogatives et de niveau d'autonomie. Mais le fait est que on a peu d'alliés. On prêche un peu dans le désert, on essaye de s'opposer, on essaye d'apporter d'autres définitions, d'autres concepts, d'autres façons de voir les choses. Et petit à petit, notre plaidoyer fait son affaire. Il l'a fait auprès des parlementaires, il le fait au niveau d'autres organismes institutionnels que les représentants de la profession ici présents euh, ont pu éventuellement approcher. Je pense à la Fédération hospitalière de France. Et c'est en fait, voilà, nous, on est là pour porter ce plaidoyer et essayer d'orienter les décisions, au final, qui vont nous dépasser un petit peu, puisque je vous rappelle qu'on est 10 000 sur les 600 000 infirmières. Donc, essayer d'orienter les changements, d'accompagner les changements pour essayer de tirer notre épingle du jeu et surtout pouvoir alerter en temps réel et surtout au moment précis où on sentira réellement que la profession est en danger, parce qu'on pense que le discours actuellement catastrophiste n'est bon pour personne, puisque ça nous fige, ça nous empêche d'avancer sur des discussions, et au final, on se retrouve, voilà, le risque, c'est d'être dans une impasse et de voir toutes les professions au final nous dépasser et rester dans une voie de garage. Voilà, une profession vivante, c'est une profession qui évolue, qui a sa formation qui est régénérée, qui a son exercice qui est redéfini régulièrement, et on peut pas juste s'asseoir sur nos acquis, même s'ils sont forts, même si on les met en avant, même si on n'en a pas honte, bien au contraire, on les porte en étendard. Mais voilà, réclamer le tout de suite, sans condition, ça ne marche pas, surtout quand on n'a pas d'alliés.
Oui, puis c'est un petit peu, c'est ce j'ai essayé de vous montrer dans le PowerPoint, c'est un petit peu s'enfermer dans une réflexion et oublier que autour, ça, comme disait Simon, ça évolue très très vite. Les notions de consultation, d'examen clinique, de prescription sont clairement en train d'évoluer. C'est un peu dommage de dire on va être reconnu que pour que ce qu'on fait actuellement, même si clairement il faut pas remettre en cause l'activité actuelle des IAD, ça s'apparente à une pratique avancée telle qu'elle est définie sur le plan international. Il n'y a pas de remise en cause par rapport à ça. Et clairement, elle est invisibilisée, cette pratique avancée est invisibilisée depuis trop longtemps. La difficulté, c'est que on nous oppose en face, on nous dit oui, mais regardez, si vous en restez que là, c'est figé quoi. Donc nous, il faut que vous puissiez avancer aussi de votre côté sur une réflexion plus en amont et donc faire évoluer votre profession comme on est en train de faire évoluer les autres. J'insiste sur cette notion de la PPRIST 2. Hein. Les IPA vont entrer dans un cycle. Vous avez vu sur le schéma, sur le planning. Hein, il y a quand même une réflexion aussi sur la pratique avancée telle qu'elle est définie pour les infirmiers de pratique avancée. Et clairement, c'est en lien avec l'évolution et la possibilité d'avoir de l'accès direct. Donc, c'est aussi à nous de nous rendre compte que les IPA vont avoir l'accès direct. Et l'accès direct, c'est quand même extrêmement valorisant. Et nous, comment on va se situer par rapport à tout ça, c'est extrêmement compliqué, extrêmement compliqué. Nous sommes sur un territoire qui n'est pas du tout stabilisé et il faut continuer à travailler et voir ce qui se passe autour, voir comment les puériculteurs et puéricultrices vont se positionner alors sur l'activité de PMI. Est-ce qu'ils vont lâcher eux des parties qui leur appartiennent actuellement pour en capter d'autres. Tout ça, c'est vraiment dans l'air du temps. Et se focaliser simplement sur l'histoire, et du moins sur les 2 ans et les frustrations qu'on a pu avoir à avoir un dossier qui n'avance pas, ça peut nous faire louper des opportunités. Donc, c'est aussi important de garder un certain regard élargi et ne pas s'enfermer dans on veut être reconnu pour ce qu'on est et puis point barre. Évidemment que c'est important, c'est extrêmement important, mais il faut élargir vraiment la vision sur le métier SOC, les collègues des autres spécialités, puisque on nous a mis dans ce terme globalisant, eh ben, profitons-en. Les puériculteurs et puéricultrices ont une activité de PMI qui est extrêmement intéressante et autonome. Voyons comment ils vont se positionner et surtout travaillons avec eux parce de toute façon, il va falloir qu'on arrive à communiquer ensemble là-dessus. Pour les e-bods, c'est quand même un peu plus compliqué parce qu'ils viennent d'être réingénierés, comme je le disais, donc ça va être, on ne sait pas comment ils vont s'organiser et puis ils sont quand même très très toujours sur leur définition d'actes exclusifs. Nous, il faut qu'on sorte. Nous, on n'a pas cette culture de l'acte. Il faut vraiment, on a cette culture de la mission et c'est quand même très très valorisant pour nous. On a déjà un métier une profession qui est définie par une mission qui est très très large, qui permet d'un côté de faire plein de choses et de l'autre côté de se poser souvent la question est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit. On l'a vu il y a très récemment avec une histoire de pose de cathé artériel. Évidemment que c'est subtil. Notre décret de compétence, il fait quelques lignes. Il faut juste se référer au bon texte et aussi à comment on forme les étudiants et les infirmiers anesthésistes. Mais à partir du moment où l'infirmier anesthésiste il est formé et que ça rentre dans le cadre de sa mission, il peut le faire. Donc c'est assez simple comme définition. Donc et c'est très large et paradoxalement, parfois, les IPA, ils sont rentrés un petit peu plus dans des cases avec des listes d'actes et des missions plus globales. Je pense que pour le métier SOC, il y aura quelque chose d'un peu similaire avec des grandes missions et certainement quand même une petite liste d'actes parce que c'est difficile de s'en détacher complètement. Et nous, chez nous, est-ce que chez nous on a une réflexion aussi autour de ça? Est-ce qu'il faut garder que nos missions? Est-ce que nous aussi on peut pas avoir une liste d'actes un petit peu plus précis ou est-ce que non on continue à se dire c'est l'opportunité d'avoir quelque chose de pas trop défini, ça permet de faire beaucoup de choses, mais en même temps ça invisibilise aussi certaines pratiques. C'est plein de questions qu'il faut avoir. Et ça, c'est le travail de fond et
C'est ce qu'on fait au quotidien au sein du SNIA et du CNP, et c'est des réflexions de fond. Et alors, je reviens pas sur toute la partie formation où le CEIAD et le CNP, on a la chance d'avoir des gens extrêmement intéressés et compétents, notamment sur les fameux blocs de compétences. Et c'est vraiment une remise en cause du moins, une autre façon de réfléchir à l'organisation de la formation et comment comment certains blocs de compétences peuvent être mutualisés ou des choses comme ça. C'est vraiment des choses qui sont de toute façon dans les tuyaux. Alors, on peut continuer à dire on n'est pas d'accord, mais quand ça va arriver, soit on fait la politique de la chaise vide et on va se prendre une cartouche, soit on travaille. Et nous, on a décidé de travailler. Donc voilà. Alors, j'ai ça. Est-ce que tu vois d'autres questions, Simon? Je vois que Nico, il répond en instantané. C'était vis-à-vis des médecins anesthésistes. Non, je l'ai perdu, je l'ai perdu, je l'ai perdu, je l'ai perdu, je l'ai perdu. Il y a trop. Bref, en gros, il disait que les médecins jouent un peu n'avaient rien à gagner à à ce qu'on avance en prérogative, qui jouaient la stratégie du pourrissement, et qu'est-ce qu'on pouvait mettre en avant pour leur montrer qu'au final, faire avancer la profession IAD, ça pouvait aussi améliorer leur quotidien. Oui, oui, bah oui, c'est là. Mais je pense que là-dessus, on a encore des axes d'échange à avoir. Euh, Actuellement, faut être honnête, je pense que les médecins anesthésistes, enfin leurs représentants, n'ont pas trop d'intérêt à travailler le dossier ou à vouloir faire évoluer un peu les choses, parce que actuellement le statu quo leur convient totalement. L'activité est assurée, les blocs opératoires tournent. Il y a finalement les infirmiers anesthésistes font le travail et font bien le travail. Donc, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de raison que les choses changent. Euh, Est-ce qu'ils seront attaqués sur cette partie de l'anesthésie, finalement, avec des infirmiers anesthésistes qui sont là, plus en train de les défendre qu'autre chose, hein. Notre activité, notre exclusivité de compétences, elle sert aussi à protéger les médecins anesthésistes dans une certaine mesure. Donc, finalement, on est un barrage. Donc, ils protégeront le barrage, mais évidemment que pour le moment, ils n'ont pas trop d'intérêt à faire reconnaître un certain nombre d'exercices actuels et puis aussi de faire évoluer. Mais euh, il y a une réflexion plus globale, hein. C'est aussi, ils vont pas être les seuls à décider. Il y a la Direction générale de l'offre de soins. Il y a aussi les employeurs, hein, qui eux aussi voient les choses. Il y a des maternités qui ferment. Il y a des blocs qui ferment par manque d'anesthésistes. Alors, le discours des médecins anesthésistes est de dire qu'il n'y a pas de problème démographique chez les médecins anesthésistes, mais semble-t-il, il y a quand même un souci au niveau de l'accès aux soins et de la continuité des soins. Donc, c'est des questions en tout cas, au niveau de la Direction générale de l'offre de soins, ils vont s'empresser de se poser. Et puis, il faut continuer à réfléchir positivement en se disant si on peut travailler en collaboration et encore améliorer les parcours de soins, on n'est pas nécessairement obligé de se chevaucher, mais moi je pense en tout cas sur la partie périopératoire, il y a des choses qui ne sont pas totalement euh, euh, ab- assurées par les médecins anesthésistes par manque de temps. Il n'y a pas nécessairement que des choses positives dans les prises en charge actuellement. Nous, finalement, on a une présence en paire opératoire qui est sécurisante. On va nous dire, ah ouais, mais si vous commencez à faire autre chose que vous sortez du bloc, vous serez moins nombreux pour rester au bloc et puis ça va nous embêter. Ben, ça, c'est un problème de démographie, c'est autre chose. Donc oui, on a beaucoup de discussions à avoir avec les médecins anesthésistes, mais à un moment, il faut aussi qu'ils se rendent compte, c'est que les autres professions évoluent. Ils ont des collègues qui, eux, font évoluer leurs proches collaborateurs pour les valoriser parce que la situation est pas simple, notamment, c'est ce que je disais chez les puériculteurs et les puéricultrices, les pédiatres sont plutôt en attente finalement de ce complément
d'activité les puériculteurs. Bon, chez nous, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a il y a des enjeux financiers, il y a des enjeux de pouvoir, il y a plein de choses, mais on est là aussi pour faire valoir notre vision et surtout notre activité qui est bien plus importante que ce qu'on voudrait bien faire croire, quoi. Remarque tout à fait personnelle, bien que les médecins mettent un veto à ce qu'on puisse discuter ou changer une virgule du décret de 94, qui est maintenant plus un décret de 94 mais inscrit dans le code de la santé publique, je pense qu'il ne faut pas qu'on s'empêche de réinterroger certaines notions sans remettre en question évidemment, sans vouloir tout chambouler, sans vouloir exclure les médecins ou se mettre en compétition des médecins, parce que ça, par exemple, c'est le risque qu'ils y voient, alors que nous, on n'a jamais remis en question le fait de continuer à collaborer sur ces activités avec les médecins anesthésistes. On a toujours reconnu qu'évidemment, ils ont une expertise supérieure à la nôtre et qu'ils ont évidemment une supervision sur ces activités-là. Néanmoins, il y a certains termes dans ces articles qui ne nous aident pas à être connus en pratique avancée, surtout qui nous déresponsabilisent, alors que la réalité juridique ne l'est pas. Il est inscrit que l'IA travaille non sur la responsabilité d'un médecin anesthésiste réanimateur, comme si on était irresponsable, ce que les derniers événements juridiques ont montré, ont bien démenti. L'IA est bien responsable des actes qu'il fait, il faudrait peut-être essayer de redéfinir le fait que l'IA collabore avec les médecins anesthésistes, mais que évidemment chacun est responsable des actes qu'il met. Et ça ne veut pas dire que ce serait un blanc-seing et que les IAD demain feraient n'importe quoi au fond d'un couloir du bloc opératoire. Voilà. Et c'est cette nuance qui des fois a été mise en exergue par certains de nos détracteurs pour monter les médecins anesthésistes contre les représentants IAD. Et c'est bien malheureux puisque c'est pas du tout l'état d'esprit qui nous anime. Et bon, on ne sait pas comment leur prouver, mais ils ont peur de la situation nord-américaine, alors que nous, on compare pas cette situation nord-américaine. C'est pas le même système de santé, c'est ultra-libéral, on n'est pas là-dedans. Mais c'est pas parce que voilà, il y a ce système-là outre-Atlantique qu'il faut aussi ne pas s'inspirer de certaines choses pour aussi faire évoluer notre profession, parce que on ne comprendrait pas que notre profession d'infirmier anesthésiste, on lui refuse d'avancer au gré des innovations, des techniques et de la science. Et c'est ce que voudrait une certaine partie des représentants médicaux actuels, nous cantonner. Mais voilà, ce serait pour nous vraiment nous envoyer vers l'impasse et donc on s'empêchera pas de réinterroger aussi certains de ces concepts-là. Oui, après, clairement, quand on regarde nos champs de compétences aussi, euh, on vit un petit peu la même chose sur certains champs. On a parlé du préhospitalier, qui est quand même compliqué. On a l'activité douleur, qui est compliquée. Et chez eux aussi, elle est compliquée parce que, mine de rien, beaucoup de médecins anesthésistes ont monté les CLUD. Et finalement, maintenant, il y a une concurrence au sein même de ces réseaux douleurs par d'autres médecins qui veulent aussi faire valoir leurs compétences. Donc, il y en a des champs qui sont attaqués comme eux, et bon, il faut comprendre un petit peu pourquoi ils réagissent comme ça, mais en même temps, il y a certainement de la place pour reconnaître l'existant, pour définir un certain nombre de stratégies au bénéfice des patients, sans tout redémonter. Après, le ministre lui-même, alors le disait pour le décret infirmier, mais des textes qui ont été écrits il y a 30 ans, c'est vrai que parfois ça pose quand même question. Il y a des choses qui peuvent être renégociées. Est-ce qu'on repartira de ça? J'en sais rien. Est-ce que la DGOS souhaite repartir d'une page blanche? Certainement pas. Le rapport de Beaupuy-Blémont a été précis là-dessus, on n'y touche pas. Mais voilà, s'il y a des questions qui se posent, il faudra peut-être se les poser de façon plus générale, quoi, sur ces notions-là, quoi.
Alors, il y a juste un petit souci. Apparemment, les réponses en direct n'apparaissent pas à certaines personnes, notamment les réponses de Nico sur le bloc de compétences. Euh, Ça n'apparaît pas, à moins que vous êtes bien sur l'icône discussion et pas question-réponse, parce que c'est surprenant. Si c'est le cas pour tout le monde, c'est dommage parce qu'il y a quelques informations quand même. Voilà, notamment la question de Bénédicte, si les blocs de compétences permettent des passerelles, comment sécuriser notre formation? Et Nico qui lui répond qu'il faut définir justement les blocs de compétences cœur de métier qui, eux, seront non mutualisables. Mais vous comprenez bien qu'il sera difficile sur sur les langues, sur l'informatique, ou peut-être même sur de la physio ou des choses, quelqu'un qui a une licence de bio ou une licence d'informatique, etc., qui aura validé des blocs de compétences ou des choses, évidemment, et c'est déjà le cas actuellement. Certains pourraient crier à la VAE, du moment où ça ne touche pas les cœurs de métier mutualisables, c'est difficile de s'opposer à ce qui est certaines compétences partagées. Oui. Après, voilà, il faut vraiment prendre ces notions-là. J'invite ceux qui s'intéressent au sujet d'aller gratter un peu ce que c'est justement les blocs de compétences, comment ils résonnent. Sur France Compétences, il y a des choses qui sont décrites. Évidemment, tout ça, c'est lié. VAE, passerelle, blocs de compétences, tout ça, ce sont des grands principes qui sont en train de révolution, qui sont en train de se mettre en place pour les professions de santé, tout simplement, avec des passerelles paramédicales, médicales, avec plein de choses qui sont en train de se créer. Je pense qu'il y a des IAD qui ont profité, et même des infirmiers qui ont profité des passerelles entre paramédicaux et médicaux. Euh, certains collègues, certains étudiants, jeunes étudiants IAD ont certainement parfois bénéficié d'allègements de certains cours parce que finalement ils avaient déjà eu des choses. Ça va s'organiser, mais effectivement il faut justement ne pas faire l'erreur de passer à côté. De certains enseignements qui doivent être voilà qui ne sont pas transférables et qui sont essentiels. Mais moi, je pense que par exemple sur la partie sciences infirmières, examen clinique qui est développé au sein des universités pour les IPA, il y a aussi des choses à aller regarder et à peut-être mutualiser ou à réfléchir. Il y a pas que du négatif, il faut arriver à aller chercher le positif partout et essayer de reconstruire les choses. On va pas repartir sur une réingénierie totale, mais on va certainement avoir des questions précises on va falloir répondre à des questions très précises et à des réflexions plus globales, et notamment sur cette partie enseignement et université, puisque si le métier socle résonne en bloc de compétences, c'est certain que nous, derrière, on va nous dire, maintenant, il va falloir s'y mettre, quoi. Ouais, Donc à sachant qu'en nous, plus, on va considérer. oui, sachant en plus que ce système peut bénéficier également aux IAD, puisque, comme le rappelait Jérémy, il y a certaines passerelles déjà qui existent, qui permettent aux IAD de rentrer en deuxième année de master IPAU. Le chemin inverse n'existe pas pour l'instant. Mais ce sera difficile si un IPAU qui aura validé au niveau de l'urgence, ce sera difficile de lui refuser son bloc de compétences urgence si jamais il veut faire IAD. Et ce serait logique. Les IAD bénéficient aussi de passerelles vers médecine, je pense notamment, certains en deuxième année, certains en troisième année en fonction des dossiers qu'ils ont fait. Au final, on sait que la recherche, la déontologie, comme dit Jérémy, la gestion de projet, la communication, tout ça, ce sont des choses qui peuvent être dans des blocs de compétences et qui peuvent évidemment être validées en amont de l'école d'IAD et dispensées de cours. Enfin, je veux dire, c'est c'est raisonnable tant que ça touche pas le cœur de métier. Avez-vous des contacts avec le CNP des mares demande Eric Vast. Ben, je vais être clair, hein, Eric, depuis cette défiance qui s'est installée entre le SNIA
et le CNP des médecins anesthésistes, ça s'est un petit peu perdu. Mais on n'est pas parti, on ne s'est pas quitté fâché, donc il y a pas de difficulté. C'est juste que là, le temps n'y est pas, et je pense que les médecins eux-mêmes le sentent bien. Le temps des échanges n'est pas arrivé. Il y a eu un peu je pense qu'il y a eu un peu de sable dans les roulements à un moment avec voilà, des défiances qui se sont installées pour des raisons qu'on s'explique pas, avec parfois sur les réseaux sociaux des choses du style le président du SNIA a dit que il voulait que les infirmiers anesthésistes soient totalement indépendants, et que voilà, des choses qui sont, je ne sais pas d'où viennent ces affirmations, mais ça a engendré nécessairement des complications dans les relations, alors que ça se passait relativement bien. Mais on n'est pas plus inquiet que ça. Il y a un temps pour tout. Là, il y a un temps de réflexion. J'espère pour eux, et ça, j'espère vraiment qu'ils vont commencer à réfléchir le dossier. Ils étaient un petit peu arrivés lors des groupes de travail plutôt en posture attentiste, hein. Et à chaque fois qu'ils ont cette posture-là, on s'aperçoit que le rapport, il va plutôt, en tout cas les deux derniers rapports, ils sont allés plutôt dans le sens de ceux qui avaient travaillé le dossier et qui avaient avancé. Donc, je ne sais pas s'ils ont appris de leurs erreurs, mais moi, alors j'adorerais vraiment qu'ils arrivent avec des propositions franches, et que nous, on les confronte, et qu'on confronte nos idées, et qu'on puisse avancer, et qu'ils soient pas simplement dans la posture ça on veut pas, quoi. Parce que c'est pas constructif. Mais voilà, à eux aussi de travailler les choses dans cette notion-là. Nous, on n'est pas fermé aux échanges. Pour le moment, je pense que le temps n'y est pas, quoi. C'est pas le bon moment, mais je pense que si à l'automne il y a des choses qui se mettent en place, notamment entre CNP, il faudra bien que le, le contact se renoue, quoi. Donc, mais on n'est pas parti, on n'est pas fâché. Mais par contre, oui, on n'a pas d'intérêt actuellement. On s'en revient un petit peu à la question de Lucie. À quoi ça sert de discuter actuellement sans enjeu? Mais ça aurait été bien d'initier un petit peu en amont. On l'avait fait déjà il y a quelques temps, quelques années maintenant. On avait essayé d'initier une certaine réflexion entre nous, mais je pense qu'il faut être honnête, il faut un juge de paix dans ces discussions, et tant que la DGOS et notamment le ministère n'aura pas pris cette place de juge de paix, on aura du mal à avancer. On peut échanger sur plein de thèmes, mais à un moment, il faut qu'il y ait quelqu'un entre les deux qui définisse un petit peu les règles du jeu, et qui ait parfois un petit peu de rappel justement de ces règles du jeu, quoi. Et c'est ce qui manque actuellement, finalement. On n'est pas dans cet axe-là, on est plutôt dans... On peut discuter de plein de choses, mais à partir du moment où ça reste de la discussion, ça n'avance pas des masses. Mais par contre, si la DGOS se positionne, si elle dit clairement, bon ben, il y a ces axes-là, on avance, sinon on avancera sans vous, là ça va bouger, c'est certain. Mais est-ce que la DGOS aura cette posture? Moi, c'est ça qui m'inquiète un petit peu sur cette partie-là. C'est mon inquiétude, c'est quel positionnement aura la DGOS par rapport aux médecins anesthésistes? Est-ce qu'ils seront sur un axe en disant ah bah vous vous mettez d'accord, et puis si vous n'êtes pas d'accord, eh ben on plie le dossier et on verra ça dans 10 ans? Ou est-ce qu'ils vont vraiment dire bon bah là on n'a pas le choix, il faut quand même trouver une porte de sortie? Ça, c'est encore une question, c'est ce comportement que va avoir la DGOS par rapport à ça. Mais oui, pour répondre Eric, c'est pas ça nous inquiète pas plus que ça. Et en plus, on n'est pas les seuls interlocuteurs, en tout cas au niveau du SNIA, il y a les CNP. Les CNP, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des interlocuteurs privilégiés entre eux, et aussi avec la partie gouvernementale. Donc de toute façon, quand il faudra mettre en route ces activités entre CNP, ça se mettra d'emblée en route sans difficulté, parce qu'il n'y aura pas le choix. En tout cas, c'est ce qui se passe chez les infirmiers, hein. Chez le métier socle, c'est pas compliqué. C'est les CNP qui sont mis en route. C'est la décision maintenant qui est faite, c'est de travailler avec les CNP. Alors, quel est le niveau de concertation entre les CEIAD? Ah oui, et les directeurs scientifiques. Ah ben, vous avez vu
voilà, la réponse était un peu cinglante suite aux travaux qui avaient été proposés, en tout cas par le CEIAD. Euh, c'est une difficulté parce que, comme je l'expliquais dans le PowerPoint, c'était pas une injonction, mais un conseil de la part du ministère de commencer à réfléchir justement sur ces différents axes, comment on pourrait faire évoluer certaines missions des IAD. Le CEIAD a travaillé et certainement aussi avec des échanges avec les directeurs scientifiques, mais comme d'habitude, il y a eu très rapidement, les angoisses sont montées et les vieux réflexes sont revenus très rapidement et il y a eu un courrier euh, très, très, Ordurier, je pense qu'on peut dire. oui, oui, avec des mensonges dedans et beaucoup de réécriture de l'histoire. Bon, voilà, c'est un réflexe assez pavlovien chez eux. Donc voilà, mais qu'est-ce qu'on peut dire c'est compliqué et comme je le disais tout à l'heure, il nous faut à chaque fois qu'on travaille avec les médecins anesthésistes, il va falloir un juge de paix pour vraiment clarifier les axes de travail et ne pas ni nous trop digresser et en même temps ne pas être complètement bloqué à chaque fois. Non, ça c'est pas possible, non c'est pas possible. Restez à votre place. Notre place elle est déjà bien importante. Ah oui, mais c'est pas encore suffisant. Et puis faites ce que vous faites le mieux, c'est-à-dire occupez-vous des patients et nous on va gérer le reste, quoi. Donc bon. Ça, à un moment, ça posera des difficultés si on veut vraiment avancer sur le dossier. Faut être honnête, hein, la réponse a été extrêmement violente de la part des médecins anesthésistes. Ça a quand même fait clairement du mal aux gens qui travaillent hein, sur leur temps personnel pour essayer de faire avancer les choses. On espère que ça va évoluer dans le bon sens. Mais en plus, ce n'était au final que des pistes de réflexion et on a eu finalement des réponses qui étaient complètement inadaptées et qui remettaient pratiquement en cause la présence des infirmiers anesthésistes en France, quoi. Donc là, parfois, les bornes ont été dépassées, d'où l'intérêt aussi de prendre un peu de distance et de ne pas non plus répondre à des comportements qui sont borderline, quoi. L'intérêt, ce serait que aussi les personnes qui se disent représentants de la profession IAD, hors SNIA CNPIA, ne s'amusent pas non plus à mettre de l'huile sur le feu dans les relations entre les représentants CNPIA, SNIA et les médecins, parce qu'au final, si c'est juste pour voilà une petite lutte de drapeau, c'est complètement ridicule parce que c'est la profession qui y perd. Oui, je sais pas, c'est vrai que nous on se pose des questions parce que c'est vrai qu'il y a eu un moment on n'avait pas les relations étaient beaucoup plus apaisées et puis du jour au lendemain c'est devenu extrêmement compliqué. Donc on le déplore, on le déplore clairement. C'est pas le but. Le but, c'est de faire avancer la profession et pas nécessairement d'avoir raison sur tout, hein. Clairement, nous, on n'est pas. Il y a des choses qu'on préférait ne pas avoir à gérer, mais il faut les gérer, il faut avancer. Euh, les, on avait fait un petit peu cette volonté de hold-up avec cette première proposition de modification de loi. Euh, il faut digérer ça et puis il faut avancer différemment. Il faut rebondir et surtout ne pas rester sur cet axe un petit peu trop obtus et se dire ah non mais de toute façon il faut rester sur cet axe de dire voilà on va rien faire. Nous on est les meilleurs, on est les IAD. De toute façon notre formation elle est formidable et on écrase tout et puis voilà non là actuellement c'est plus possible. Faire croire ça aux gens, c'est pas jouable. Donc, il faut vraiment qu'on avance. Et faut pas faire croire n'importe quoi à la profession parce qu'après, on a des gros soucis parce que plus personne comprend rien, quoi. Donc, Voilà. Ce qu'il faut aussi
quand même se rendre compte, nous on s'en rend compte puisqu'on est dans l'administration du SNIA depuis quelques années déjà. Quand on parlait de la pratique avancée, qu'on a toqué à la porte dès 2000, alors déjà dans 2009 on en parlait, mais surtout en 2016 quand il y a eu les groupes de travail, on a cessé d'intervenir, on nous a bien mis de côté en nous expliquant que la pratique avancée c'était pas pour nous. Jusqu'en 2018, c'était toujours pas pour nous. Ils ne voulaient pas entendre de pratique avancée ouverte pour les IAD ou de reconnaissance quoi que ce soit. Le bénéfice qu'on a quand même avec ces rapports EGAS, avec tout ce qu'on a remué pendant cette longue séquence, c'est que maintenant, on accole les termes de pratique avancée et d'IAD, on travaille sur le sujet et la porte n'est plus fermée. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est positif et qu'il faut que les gens se rendent compte. C'est qu'il était hors de question. À la base, les IAD, on était considérés par Mme Lenoir-Selfati, sous-directrice DGOS de l'époque, on était considérés, les IAD, on était dans le métier socle infirmier. Et d'où pouvaient ensuite sortir des IPA. Là, maintenant, voilà, on a réussi à faire quand même changer les esprits des décideurs, voilà, et des politiques là-dessus. Donc c'est quand même voilà, on avance pas au rythme où on veut, mais on avance malgré tout, surtout quand on regarde derrière nous. Oui. Et juste pour préciser sur l'histoire des directeurs scientifiques, c'est pas le cas dans toutes les formations, c'est quand même assez spécifique cette dépendance avec les directeurs scientifiques. Donc c'est pareil, il faut peut-être faire évoluer aussi les choses de ce côté-là. Travailler avec eux, pourquoi pas, mais être la seule porte d'entrée sur la réflexion de la formation des IA, c'est peut-être un peu trop médicalisant entre guillemets, et il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent de ce côté-là sur la réflexion, sur l'enseignement, et qui dispense les enseignements. C'est des choses aussi, il faut pas voir aussi les choses de façon totalement négative sur l'évolution des enseignements en sciences infirmières, etc. Il y a des choses aussi qui permettent aussi de modifier un peu ce rapport de dépendance médicale. Donc voilà. Donc c'est important aussi de réfléchir autour de ça. Comment aussi vont se positionner nos collègues sur toutes ces parties-là. Est-ce qu'on a encore d'autres 22h04. questions? Tu dis, Simon? Je faisais l'horloge parlante, 22h04. Il me semblait que c'était le. On avait dit jusqu'à 22h. Bon, je pense on va pouvoir conclure. Je pense, voilà, c'est ce que je disais au départ de cette présentation. L'idée était vraiment de vous faire un point d'étape. Chaque semaine, alors on a l'impression que rien ne se passe, mais chaque semaine, il y a des petites infos, des petites choses, des recoupements qu'on arrive à faire. Parfois, et puis même parfois des documents qu'on a écrits ou des choses comme ça qui deviennent obsolètes parce que les choses évoluent. C'était une présentation à un instant T. Je vous dis pas que dans une semaine, dans 3 semaines, il y aura pas une nouvelle information qui arrivera. L'idée était quand même de faire un point d'étape, un point de situation tel que nous on l'analyse actuellement, pour que aussi vous les collègues, les gens qui sont sur le terrain et l'information, la même information que nous. Pour synthétiser clairement, on revient vraiment à cette idée d'évolution de la profession infirmière dans son ensemble, avec une volonté de travailler essentiellement sur le métier socle actuellement, d'où cette espèce d'inertie qu'on ressent tous, alors qu'on avait quand même bien avancé avec des dossiers, avec des rapports EGAS qui soutenaient l'évolution, avec quand même des groupes de travail qui avaient quand même constitué un ensemble de premières étapes, et puis un changement de ministre, et puis un ralentissement, et puis certaines modifications, je dirais, géopolitiques dans la représentativité infirmière aussi. Ça, il y a une mouvance actuellement. On parlait de l'ONI tout à l'heure, car finalement peut-être un petit peu perdu de son aura au bénéfice d'autres structures qui sont en train de monter en puissance. Tout ça, il faut en être conscient. Et nous, on observe, on essaie de jouer notre partition, et c'est pas simple parce que franchement, c'est
très compliqué de se coordonner avec d'autres professionnels. C'est le travail du quotidien, c'est aussi de pouvoir échanger sur différents canaux, et c'est ce qu'on fait au quotidien. Et donc l'idée, c'était quand même de vous faire une synthèse de la dernière situation, donc l'universitarisation, l'évolution de la profession et du métier SOC, cette notion d'infirmier spécialisé en pratique avancée qui n'est certainement pas satisfaisante au regard de ce qu'on voudrait, c'est-à-dire cette reconnaissance de la pratique avancée spécifique des IAD, qui est quelque chose de reconnu sur le plan international. On est quand même sur un axe qui est très proche de ces compétences qui sont reconnues sur le plan international. Donc aussi chez nous des réticences à faire reconnaître quelque chose qui serait peut-être limitant au regard de cette notion d'infirmier de pratique avancée, de spécialisé. Où est-ce qu'on va se situer dans le code de santé publique? Donc encore beaucoup de questions et beaucoup certainement de liens à faire. Et donc voilà, c'était pour vous faire le point d'étape. Je pense on a enregistré ce webinaire. On aura certainement la possibilité de le mettre en consultation. Alors peut-être dans un premier temps sur la partie du PEPSOP, c'est-à-dire pour les adhérents, et peut-être après sur YouTube si ça intéresse des gens, on verra comment ça s'organise. Et puis voilà. Comme je le disais tout à l'heure, je remercie encore une fois les adhérents, les gens qui soutiennent le syndicat professionnel, et puis surtout, comme tous les ans, n'hésitez pas à réfléchir autour de l'engagement au sein du syndicat professionnel. C'est une structure qui est reconnue, essentiel. On n'a pas la science infuse, on n'a pas voilà, on accueille avec bienveillance les gens qui souhaitent s'investir, qui ont des idées, et c'est hyper important pour nous aussi, voilà, de dire que s'il y a des gens qui considèrent que la voie n'est pas bonne, il faut intégrer les bonnes structures, et il faut le faire correctement pour pouvoir faire valoir ses idées. Et donc voilà, je remercie encore les gens qui soutiennent le syndicat. Merci encore. Et puis on essaiera, peut-être, je pense qu'on sera amené à reproduire l'exercice, si des choses intéressantes arrivent, pour nous en tout cas, on considère à la fin du semestre qui arrive. Enfin, on espère. Voilà. Bonne soirée.